Non, les douleurs pendant les menstruations, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal malgré ce qu'on peut entendre, ce que nos mamans ont pu nous dire, ce que, le corps médical a pu nous dire. Avoir des douleurs, ce n'est pas normal. En fait, il y a une citation que j'aime beaucoup. Je crois qu'elle est, de Daniel Flammenbaum, qui dit que le saigner pendant les règles, ce n'est pas une blessure. Donc on n'est pas censé avoir mal en fait, c'est un processus naturel, et donc on n'est pas censé avoir mal. S'il y a des douleurs, c'est qu'il y a quelque chose qui «tourne pas rond» entre guillemets. Bienvenue dans Pas de soucis, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Aujourd'hui dans Pas de soucis, je reçois Bertie Flory, coach bien-être spécialisée dans l'endométriose. Elle-même atteinte de la maladie, Bertie accompagne les femmes vers la guérison de cette maladie chronique pour laquelle les femmes ne sont pas encore assez entendues. Dans cet épisode, elle nous éclaire sur les causes de l'endométriose, elle nous parle du lien entre endométriose et anxiété et nous donne des pistes concrètes pour guérir. Parce que oui, guérir, c'est possible. Bienvenue Bertie, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Du coup, bienvenue dans Pas de soucis. Moi, l'endométriose, c'est vraiment un sujet qui me parle, que j'ai pas vécu. Toi, je sais que tu l'as vécu. Moi, j'ai pas vécu, j'ai une confession à faire, c'est que je n'ai jamais eu de douleur de règles. Donc, je suis peut-être la moins bien placée pour en parler, mais j'ai une sœur qui a de l'endométriose. Donc du coup, j'ai souvent vécu un peu comme ça, par procuration, des moments difficiles ou même été carrément dedans. Je me souviens d'un jour où on était en centre-ville et elle s'est complètement évanouie. Enfin, on n'avait pas de voiture, c'était catastrophique et je me disais « Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire ?» Donc voilà, j'ai vécu un peu par procuration à travers ma sœur. Et puis avec mon travail sur l'inflammation, sur les douleurs chroniques, c'est un sujet avec lequel j'ai été en contact et auquel je me suis intéressée aussi. Et voilà, et dans tout mon chemin aussi de retrouver l'équilibre hormonal après la pilule, tout est quand même lié. Donc voilà, et avant de commencer, je voulais citer, j'ai fait mes petites recherches du coup, et il y a une étude qui a été faite à l'université d'Yale aux États-Unis que j'ai trouvée super intéressante pour faire un peu le lien entre les hormones et la santé mentale, justement l'anxiété. Une étude sur des souris. Alors je ne sais pas comment ils génèrent de l'endométriose chez les souris. Enfin, ce qu'on fait à ces pauvres souris, c'est horrible. Mais en tout cas, c'était une étude sur les souris et qui montrait que les gènes qui sont impliqués dans la douleur, quand il y a de l'endométriose, ils sont régulés à la hausse. Et les gènes qui modulent la douleur, au contraire, ils étaient régulés à la baisse. Et ces gènes-là, ils sont aussi impliqués dans l'anxiété, dans la douleur bien sûr, mais dans l'anxiété, dans la locomotion. Et donc ils ont enregistré dans l'amygdale des souris. Et l'amygdale, moi j'en parle souvent, c'est notre centre d'alerte un peu dans le cerveau. Et ça, l'amygdale était altérée en fait dans l'endométriose. Donc en fait, finalement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les femmes atteintes d'endométriose, elles ont une amygdale qui est plus active et du coup elles sont plus promptes à l'anxiété, même à la dépression, et c'était ça les conclusions de l'étude. Donc je trouve ça quand même assez dingue, et je trouve qu'il faut en parler, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez de ça, du lien aussi entre les hormones et la santé mentale. Il y a une phrase que t'as partagée il y a pas très longtemps sur tes réseaux sociaux, qui disait « c'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison », et j'ai adoré cette phrase, je crois qu'elle est de Coluche. J'ai adoré cette phrase que t'as partagée. Alors ma première question pour toi, c'est, ok, les douleurs menstruelles, je pense que il y a un grand nombre de femmes qui les vivent, endométriose ou pas. Est-ce que c'est normal ? Bonjour Camille, merci pour ton invitation. Je suis ravie d'être là et de partager pour aider les femmes justement à mieux vivre leur cycle menstruel, à mieux vivre avec l'endométriose et puis à retrouver de la sérénité avec tout ça. En effet, cette étude de Yale, elle est très intéressante et on va en reparler. Alors pour répondre directement à ta question, parce que je pense que c'est le plus important, non, les douleurs pendant les menstruations, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal malgré ce qu'on peut entendre, ce que nos mamans ont pu nous dire, ce que, le corps médical a pu nous dire. Avoir des douleurs, ce n'est pas normal. En fait, il y a une citation que j'aime beaucoup. Je crois qu'elle est, de Daniel Flammenbaum, qui dit que le saigner pendant les règles, ce n'est pas une blessure. Donc on n'est pas censé avoir mal en fait, c'est un processus naturel, et donc on n'est pas censé avoir mal. S'il y a des douleurs,
c'est qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, entre guillemets. C'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Alors, c'est pas forcément de l'endométriose. Il peut y avoir d'autres pathologies qui donnent des douleurs pendant les menstruations. Mais c'est important de se poser la question de l'endométriose parce que c'est une maladie qui est présente chez beaucoup de femmes. Aujourd'hui, il y a 1 à 2 femmes sur 10 qui est atteinte d'endométriose. C'est une maladie qu'on détecte de mieux en mieux. Peut-être une maladie aussi qui se développe de plus en plus. On pourra en reparler sur les causes potentielles de développement de cette maladie. Mais c'est important de se dire que non, ce n'est pas normal d'avoir mal pendant les menstruations et donc je vais aller me renseigner, aller faire une consultation, voilà, lire des articles sur internet pour essayer de comprendre ce qui se passe et surtout ne pas s'arrêter au premier médecin et malheureusement il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup aussi qui vont être à l'écoute et qui vont essayer de trouver la solution. Mais il y en a beaucoup qui vont dire: «Bah non, c'est normal, prenez un anti-inflammatoire, prenez un Antalis», et puis, bah, les femmes, elles ont toujours eu mal depuis des générations et bah, vous faites avec madame. Non, je fais pas avec et donc je vais aller voir quelqu'un d'autre. C'est inadmissible, d'avoir un médecin qui balaye du revers de la main, les douleurs d'une patiente. Voilà. Merci pour ce point-là et je pense que c'est vraiment un point qui est super important, surtout en Europe. Ouais, je pense que je peux parler pour l'Europe, mais en France où on a un peu cette, cette vision du médecin tout-puissant. Et tu sais, moi, je suis beaucoup de personnes aux États-Unis, et il y en a plein qui disent j'ai viré mon médecin. Et j'adore parce qu'aux États-Unis, ils ont une vision tout à fait différente, où ils ont vraiment cette vision où le médecin, enfin mon médecin bosse pour moi en fait. Il y a un peu cette vision-là qu'on n'a pas du tout en France, où en France, c'est un peu j'arrive chez le médecin et je suis livrée et on va voir quel est le diagnostic et tout. Et quand j'ai lu ça, j'ai viré mon médecin, c'est génial et tout, j'ai trouvé quelqu'un de mieux, j'étais là, waouh, ça serait bien qu'on trouve un juste milieu où on commence à penser peut-être un petit peu plus comme ça. Ouais, donc c'est vraiment hyper important. Donc oui, du coup, parlons des causes de l'endométriose. Dis-nous-en un peu plus. Ah, et avant ça, je voulais te demander si c'est pas de l'endométriose, donc si quelqu'un, voilà, une femme, elle a des douleurs de règles, c'est pas de l'endométriose, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Quelles sont les pistes à explorer? En fait, il y a plein de pathologies qui peuvent donner des douleurs. Ça peut être des douleurs gynéco, spécifiquement, mais ça peut être des douleurs qui sont associées à d'autres choses. On peut avoir de la congestion pelvienne, on peut avoir des fibromes, voilà, je peux pas faire la liste entière, mais c'est vrai qu'en fait, il y a d'autres pathologies qui peuvent donner, ce type de douleur et par exemple, voilà, il y avait une femme qui est venue me consulter, prendre un accompagnement, sur plusieurs mois, pour l'endométriose. Elle avait pas le diagnostic officiel mais elle avait besoin d'anticiper, de mettre toutes les choses de son côté pour éviter les douleurs que la maladie se développe. Et puis finalement, elle est allée faire un IRM, et là, le médecin lui dit: «Vous n'avez pas d'endométriose, vous avez des varices pelviennes», donc c'est-à-dire que les veines et les artères qui alimentent l'utérus, les ovaires et cetera, grossissent énormément et viennent, se congestionner, et empêcher une bonne circulation dans le bassin, empêcher le bon fonctionnement des autres organes puisque, dans le petit bassin, il y a la vessie, il y a, le rectum, la fin de l'intestin et donc tout ça, si c'est congestionné, ça va pas bien fonctionner. Donc il va y avoir des problèmes, urinaires, il va y avoir des problèmes, d'évacuation du transit et tout ça. Donc oui, c'est important, d'aller faire un diagnostic avec un spécialiste. C'est-à-dire que quand on veut exclure l'endométriose, il faut aller consulter un spécialiste de l'endométriose, à la fois le gynécologue, mais aussi le radiologue. C'est-à-dire que quand on va faire une échographie ou un IRM pour l'endométriose, il faut que ce soit lu, les images soient lues par un spécialiste, de l'endométriose. Parce que quelqu'un qui ne sait pas lire des images pour l'endométriose pourra dire qu'il n'y a pas de lésion, alors qu'il peut y en avoir. Donc ça, c'est important et du coup, le spécialiste de l'endométriose saura aussi dire si potentiellement c'est pas ça et qu'il y a autre chose à aller investiguer. Ok, merci beaucoup pour ça, pour ces précisions super importantes. Et du coup, ok, donc les causes de l'endométriose, je sais que dernièrement, on a parlé aussi, enfin, il y a la piste qui a été évoquée de la maladie auto-immune. Qu'est-ce que t'en penses? Quelles sont les causes principales pour toi? Alors, il y a plein de pistes qui sont évoquées aujourd'hui. La théorie qui est adoptée en France, qui est la plus partagée, c'est la théorie du reflux. C'est-à-dire que pendant les menstruations, le sang, qui devrait s'évacuer par le vagin normalement, s'évacue par les trompes, enfin une partie, et va aller coloniser les organes du petit bassin. Moi, en lisant pas mal de littérature, notamment aux États-Unis, en Suisse, en Australie, où ils sont très en avance sur la recherche, sur l'endométriose, on l'est beaucoup moins en France. Cette théorie, elle est énormément battue en brèche. C'est une théorie qui date de 1929, je crois, ou 27. Elle est énormément battue en brèche parce que déjà, on retrouve des lésions ailleurs que dans le petit bassin.
Donc le sang qui s'évacue dans le petit bassin, comment il va se retrouver par exemple sur le diaphragme, heu, sur les poumons, il y a des femmes qui ont des lésions dans le cerveau. Très peu, mais ça arrive, donc la théorie du reflux n'explique pas ce type de lésion. Et ensuite, il y a 90 des femmes qui ont, du reflux, par les trompes pendant les règles. Et pourtant, il y a que 10 des femmes qui ont de l'endométriose. Bon, c'est déjà beaucoup, mais donc comment on explique que certaines femmes, développent de l'endométriose alors que d'autres femmes n'en développent pas? Donc en effet, on a évoqué la piste de la maladie auto-immune, puisque potentiellement, les femmes qui ont de l'endométriose auraient un système, immunitaire qui n'arriverait pas à supprimer les cellules de l'endomètre, issues du reflux par les trompes. Donc ça, c'est une piste, mais en fait des théories, il y en a bien d'autres. Il y a des théories, sur le développement embryonnaire ou pendant le développement, du bébé pendant la grossesse. Il y aurait, des cellules qui se différencieraient mal. Il y a des théories, il y a une théorie qui s'appelle la théorie de la métaplasie qui veut que, en fait, les cellules se déplacent par le biais, du sang et de la lymphe et viennent coloniser d'autres organes, et cetera. Donc il y a beaucoup de théories. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des facteurs qui influencent le développement de la maladie, indépendamment des théories, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un facteur génétique qui va rentrer en ligne de compte. Il y a un facteur environnemental, toute la piste épigénétique, c'est-à-dire, l'exposition aux perturbateurs endocriniens. Il y a des études sur le diltiazem, il y a des études sur, les PCB, sur les dioxines. Tout ça, ça rentre en ligne de compte dans le développement de l'endométriose. Après, il y a des pistes aussi, sur, l'origine, ça fait beaucoup débat, donc je le partage parce que ça me semble important. Après, on y accorde du crédit ou pas, sur, les origines émotionnelles et traumatiques de l'endométriose. Moi, je crois à une combinaison de tous ces facteurs et un cocktail un peu détonnant de tous ces facteurs, en plus d'une théorie, enfin voilà, tout ça viendrait se greffer sur, une cause, physique de l'endométriose. Et c'est intéressant ce que tu dis parce qu'aujourd'hui on voit aussi enfin de plus en plus, en tout cas, de ce qu'on appelle les affections mentales ou les maladies mentales. Moi je déteste ce terme-là, mais en tout cas, voilà, de l'anxiété, la dépression, etc. Et de plus en plus aussi de problèmes hormonaux, dont l'endométriose. Il y a ces fameux facteurs environnementaux, donc l'épigénétique. On sait qu'il y a de plus en plus de perturbateurs endocriniens, donc voilà, tout ça un petit peu, moi j'aime bien dire aussi qu'on est des traumas sur pattes. Il y a de plus en plus de conscience autour du trauma. Pourquoi est-ce qu'on a plus d'endométriose aujourd'hui alors? Alors, il y a plusieurs, pistes à ça aussi. Une des pistes, c'est qu'on la détecte plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même s'il y a encore des médecins qui disent avoir mal pendant les règles, c'est normal, les médecins quand même, sont plus au courant que la maladie existe. OK. Alors maintenant, il y a 2 lignes dans le cursus, de formation des médecins, en France. 2 lignes, c'est rien du tout et en même temps, c'est déjà ça pour que les médecins soient enfin, dans leur cursus, soient au courant que ce type de maladie existe et que du coup, quand les femmes viennent consulter et se plaindre de douleurs, atroces pendant les menstruations, il faut y penser. Donc je pense que la maladie est mieux connue et le diagnostic est plus développé. Après, je pense aussi que, notre, hygiène de vie, notre exposition aux perturbateurs endocriniens, notre façon de nous alimenter, notre façon de prendre soin de notre corps, de bouger au quotidien, a un impact en fait sur, à la fois l'équilibre hormonal, mais l'inflammation, tu en as un peu parlé tout à l'heure, sur, notre système immunitaire, voilà, sur énormément de composantes qui rentrent en ligne de compte dans l'endométriose qui est vraiment une maladie systémique. C'est pas une maladie gynéco. Certes, c'est une maladie où on a mal pendant les menstruations, mais on peut avoir mal à d'autres moments du cycle. Mais par exemple, nos taux hormonaux, et on en parle pas mal depuis tout à l'heure, vont influer sur, les douleurs, sur le développement de la maladie. La qualité de notre système immunitaire va aussi jouer, sur le développement de la maladie. Donc si on soutient bien son système immunitaire, on peut agir sur le développement de la maladie. La qualité de notre système digestif, de notre microbiote, va aussi jouer sur le développement de la maladie ou sa régression. Bien entendu, quand je dis développement, c'est dans un sens ou dans un autre. Il y a des facteurs émotionnels aussi puisque, tu le disais tout à l'heure, la douleur génère de l'anxiété.
et l'anxiété génère de la douleur. Les mécanismes est dans les 2 sens et je suis très intéressée par cette étude que tu partageais parce que, actuellement je suis en train de réfléchir à du contenu sur la peur de la douleur en fait, et l'impact de la peur de la douleur sur la douleur, en elle-même. Et en fait, il y a des études qui montrent en effet que, si on anticipe la douleur, on va potentiellement avoir plus mal. Voilà, donc ça, les émotions, le stress, va jouer parce que quand on parle d'équilibre hormonal, on parle des hormones féminines, mais en fait, il y a énormément d'autres hormones qui rentrent en ligne de compte, notamment le cortisol, l'adrénaline, voilà, donc tout s'influence et donc cette maladie systémique, c'est intéressant d'y travailler de manière, globale, holistique et du coup, c'est comme ça que j'aborde le sujet, à la fois sur les réseaux sociaux, mais aussi, sur mon blog et puis dans les accompagnements avec les femmes, qui viennent, à moi. Ouais, je pense que c'est vraiment, important cette réflexion systémique. On en a, parlé aussi sur le podcast avec Céline Ovette que j'ai reçue, sur le sujet de l'équilibre hormonal justement et elle employait exactement les mêmes termes donc je crois qu'il va falloir faire une team systémique, c'est vraiment super important et ouais, moi c'est vrai que bon, ma sœur par exemple, parce que c'est la personne la plus proche de moi et du coup, qui a l'endométriose, où elle me disait, elle est assez consciente de son alimentation et tout ça, et elle voit, par exemple, si on parle d'hygiène de vie, elle a commencé à voir au bout d'un moment très clairement d'un mois sur l'autre si par exemple son hygiène de vie avait été voilà plutôt très bien ou plutôt un mois à beaucoup faire la fête, où elle a vu vraiment une différence de la douleur à chaque fois à la fin du mois. Donc voilà, je pense qu'effectivement ça joue et ce que tu dis aussi sur la peur de la douleur, ça me fait beaucoup penser à moi, ce que je peux voir dans le coaching au niveau de l'anxiété, de la peur de la peur. C'est cette anxiété un peu par anticipation, et là c'est cette douleur finalement par anticipation. Donc il y a des études, tu dis, hein, qui montrent que finalement si on anticipe la douleur, on a plus mal. Davantage mal, du coup, très Oui, clairement. Ok, ok. ouais et bah, on le voit quand on va chez le dentiste. L'étude que j'étais en train de lire, enfin c'était je crois qu'une thèse même, de, l'anticipation de la douleur chez le dentiste. C'est vraiment l'exemple, roi, quand voilà, enfin Ouais, et dès que tu sens cette odeur de clou de girofle, là, ça y est, t'es déjà dedans. voilà. Personne n'aime aller chez le dentiste et on a peur d'avoir mal en allant chez le dentiste et je pense que cette peur d'avoir mal augmente, la douleur. Moi, je l'ai vu lors de mes accouchements, hein et donc il y a des techniques, hein, qui permettent de travailler là-dessus. Le coaching permet aussi de travailler là-dessus et moi, je crois qu'il y a beaucoup, on en parlait, hein, tout à l'heure, c'est normal d'avoir mal pendant les règles. Du coup, on intègre toutes, enfin beaucoup d'entre nous, en tout cas, on intègre ça et du coup, bah, on sait que les règles vont arriver avec la douleur. Et donc c'est normal, alors qu'on parlera peut-être de neurosciences, dans notre échange, mais si on reprogramme un peu, ses croyances en se disant que, non, c'est pas normal d'avoir mal pendant les règles et je peux vivre mes règles de manière sereine, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de choses qui changent, et je travaille beaucoup avec les femmes que j'accompagne là-dessus. C'est pas la méthode Coué en se disant: «Non, je vais pas avoir mal, non, je vais pas avoir mal». C'est vraiment beaucoup plus profond que ça. Mais c'est déjà de se dire: «En fait, non, c'est pas normal d'avoir mal et je peux vivre mes menstruations de manière différente» et tout ça, ça joue beaucoup. Alors il y a plein de personnes qui sont pas tout à fait d'accord avec ça, parce que, elles font le lien entre, le fait que, anticiper la douleur, avoir peur de la douleur, donne l'impression que la douleur est dans la tête. Non, la douleur elle est pas dans la tête, la douleur elle est dans le corps. Les lésions d'endométriose, elles sont visibles, elles existent, mais clairement, les mécanismes de la douleur, heu, ils passent par le cerveau, tout simplement et donc c'est pas dans la tête au sens où je m'invente les douleurs, mais les mécanismes, ils passent par le cerveau et donc il y a plein de choses à faire, notamment pour «tromper le cerveau» entre guillemets, notamment quand on utilise, ce qu'on appelle la neurostimulation, transcutanée, le TENS, qui permet d'aller, bloquer, les mécanismes de la douleur au niveau du cerveau et c'est un outil qui est très efficace pour les douleurs, d'endométriose et pour les douleurs enfin, à peu près toutes les douleurs en fait, mais particulièrement pour les douleurs d'endométriose, puisque ça va aller, modifier, heu, la douleur, au niveau, des connexions, au niveau des nerfs en fait, et du coup en travaillant là-dessus, déjà enfin, comment dire? En soulageant la douleur, en disant qu'on peut vivre les règles sans douleur, ça change beaucoup de choses au niveau de notre anticipation, nos croyances et je crois que en plus de travailler sur les mécanismes physiques, sur les mécanismes, donc à la fois hormonaux, immunitaires, digestifs,
mécanique, au sens, avec une kiné, aller soulager les adhérences et cetera. Travailler aussi sur, comment j'appréhende la douleur, comment je l'anticipe, va jouer beaucoup sur la manière dont je vis, avec l'endométriose. Tu peux juste nous dire ce que c'est rapidement, TENS là, c'est des petits patchs, non, que tu poses pour les personnes qui connaissent Oui, pas? tout à fait. Alors, je sais pas si, enfin, moi, je suis de la génération où il y avait, téléachat, quand j'étais petite à la télé et on voyait, toujours, cet appareil utilisé par les gens qui voulaient, renforcer leurs abdominaux sans faire de sport. Donc c'est ces petits patchs, enfin qui induisent un courant, électrique de très faible intensité au niveau du corps. Donc il y a certaines personnes qui l'utilisent pour se muscler, mais c'est aussi utilisé, de manière très développée pour soulager la douleur. Donc ce sont des patchs en effet, qui sont reliés à un petit boîtier, qui, envoie de l'électricité. C'est pas du tout douloureux, je préfère le préciser parce qu'on a l'impression de prendre, enfin quand je le dis comme ça, qu'on peut se prendre une décharge électrique et ça n'a rien à voir. Voilà, et il y a différents, types de boîtiers avec différentes intensités, vraiment pour aller soulager, les douleurs, menstruelles, mais pas que en fait, parce que les douleurs d'endométriose, je le répète, c'est pas que pendant les règles et c'est très efficace. OK. C'est très efficace et c'est, sans médicaments, donc il y a pas d'accoutumance, ça génère pas d'effets secondaires au sens où il va pas y avoir, de perturbations, par exemple avec les anti-inflammatoires, on va avoir des brûlures d'estomac si on en prend trop et cetera et là, ça génère pas d'effets secondaires de ce type-là. Ouais, il y a quelque chose Voilà. que j'aimerais partager aussi sur ce que tu disais là, sur la douleur. C'est sûr, moi je crois pas non plus du tout à la méthode Coué, parce que sinon je pourrais dire aux personnes, ça y est, à partir de maintenant tu n'es plus anxieuse, tu décides que tu n'es plus anxieuse, mais ça marche pas vraiment. Mais par contre, sur vraiment le point de la douleur, moi j'avais essayé un protocole d'auto-guérison de Natacha Callestromé, donc elle propose, elle a écrit un livre, Natacha Callestromé, où elle propose 22 protocoles énergétiques, et c'était il y a quelques mois, et j'avais une crise de calcul dans la vésicule biliaire. Donc là c'est la même chose, les calculs ils sont bien là, et ça fait un mal, mais voilà, si vous en avez déjà eu, vous savez à quel point ça fait mal. Et je me suis dit, bon, je vais essayer le protocole d'auto-guérison. Et il y a un des protocoles où elle dit, imaginez-vous un petit animal qui rentre, vous avalez un mini-animal, en fait, et il va aller faire ce dont vous avez besoin dans le corps. Et donc moi, je m'imaginais un petit écureuil qui allait grignoter mes petits calculs jusqu'à ce que ce soit du sable, en gros, et que ça passe sans souci dans la vésicule biliaire. Et ben, c'était juste incroyable. La douleur a baissé, mais un truc de fou. Et je le dis ici sur le podcast sans peur que vous me preniez pour une folle, mais ça marche vraiment. Donc voilà, on n'est pas adepte de la méthode Coué où je vais bien, tout va bien, mais vraiment, je pense qu'au niveau énergétique, et effectivement, il y a plein de moyens de, comme tu dis, tromper le cerveau, que ce soit le TENS ou des protocoles d'auto-guérison aussi au niveau un peu énergétique. Donc, ok, on a parlé de cette douleur et cette anticipation à la douleur, et puis ce que j'étais en train de me dire aussi quand tu parlais, c'est que je me disais, bah oui, en plus, les règles, on sait que c'est tous les 28 jours, ou quand on a de l'endométriose, peut-être que tous les 30 ou 32, ou voilà, mais en tout cas, à peu près tous les mois, que ça revient, et du coup, c'est hyper facile, finalement, de l'anticiper, parce qu'on sait que tous les mois, ça revient, quoi. Donc ça, c'est encore plus difficile, mais est-ce qu'il y a d'autres raisons pour toi que l'anticipation de la douleur qui fassent qu'on est potentiellement plus anxieuse quand on a de l'endométriose? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui viennent un peu dans le package, tu vois, si je peux parler comme ça? Ah bah, il y a plein de choses qui viennent dans le package, et qui vont générer de l'anxiété, du stress et cetera. Il y a le fait que est-ce que la maladie va se développer ou pas? Aujourd'hui, on ne sait pas comment l'endométriose se développe, malgré, les recherches, même si elles sont pas, très, très avancées, mais il y en a quand même. On ne sait pas comment l'endométriose se développe. Il y a des femmes chez qui l'endométriose va être très agressive et elle va se développer très vite, même sous traitement hormonal. C'est-à-dire que le traitement hormonal, est une solution, mais ce n'est pas une guérison, en fait, le traitement hormonal. Ça va soulager d'abord les douleurs et c'est bien écrit, dans les recommandations de la Haute Autorité de Santé. Le traitement hormonal est destiné à soulager les douleurs. Ensuite, ça peut aider, à limiter le développement de la maladie. Mais c'est pas le cas chez toutes les femmes. Personnellement, moi, la maladie s'est développée sous traitement hormonal, donc c'est important de le savoir. Mais voilà, est-ce que la maladie va se développer, chez moi? Est-ce que ça va, aller grignoter, des organes, vitaux, comme, les reins, comme le système digestif? Est-ce que je vais avoir besoin d'une opération? Est-ce que ça va mettre en danger ma fertilité pour les femmes qui ont un désir d'enfant à plus ou moins long terme? Tout ça, ça génère de l'anxiété. Comment va être mon quotidien dans une semaine, dans un mois, dans des années? Quelle va être ma vie? Avec une maladie chronique, on se pose ce type de questions et ça peut générer beaucoup d'anxiété. Ce qui peut, générer de l'anxiété aussi, c'est, au-delà de est-ce que la maladie va se développer, c'est
comment je vais gérer le quotidien, en fait. J'en parlais il y a quelques minutes sur, comment va être ma vie, mais c'est vraiment au quotidien. Est-ce que tout à l'heure, je vais être capable, et c'est le cas pour beaucoup de femmes, est-ce que je vais être capable, d'aller au rendez-vous que j'ai prévu? Rendez-vous amical, rendez-vous professionnel. Il y a des femmes qui en sont même à: «Est-ce que je vais pouvoir me lever pour prendre ma douche? Est-ce que je vais pouvoir aller faire mes courses? Est-ce que je vais pouvoir me préparer à manger?» Heu, est-ce que je vais être, voilà, au rendez-vous d'une vie d'une femme, enfin «normale» quoi, entre guillemets «normale», et donc ça génère de l'anxiété aussi de se dire, «Je vais encore devoir, dire non, à tel engagement, je vais encore, devoir dire à mon chef, que je reste, à la maison, que je peux pas aller travailler». Du coup, bah, voilà, après il y a oui, ça tu le vois, c'est que le cerveau nous amène dans des recoins, insoupçonnés, nos pensées ne sont pas la réalité. Mais malheureusement, quand on rate, un engagement professionnel, puis 2, puis 3, on se dit que notre chef va nous mettre, sur le banc de touche, qu'on va louper telle promotion, que finalement on va pas avancer dans sa carrière, après ça peut, bah, les amis nous invitent plus parce qu'on vient jamais, et cetera, et ça génère aussi beaucoup d'anxiété. C'est, bah, voilà, je ne suis plus la femme que j'étais, ou la jeune fille que j'étais, et je peux plus avoir la vie normale, et du coup les gens me mettent dans une petite case, quoi, et malheureusement ça existe en fait. C'est-à-dire que ça ce n'est pas que dans notre tête, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont très bienveillants, mais il y a des gens qui ne comprennent pas et qui vont, arrêter de nous inviter, si c'est des amis, ou en effet, nous empêcher de progresser, professionnellement, pas de promotion salariale, et cetera. Donc ça génère aussi beaucoup d'anxiété. Bien sûr. Et comment est-ce qu'on peut faire alors, voilà, pour commencer à soulager les symptômes, pour retrouver un équilibre? Toi, qu'est-ce que tu conseilles un peu? Ce serait quoi les first steps? Alors tout à l'heure, on parlait de cette vision systémique. Moi, je crois vraiment à une approche holistique de l'endométriose, c'est-à-dire que on parle sur les réseaux sociaux, mais on parle beaucoup de l'alimentation. Mais l'alimentation, c'est hyper bien. Moi, c'est ce que j'ai mis en place en premier pour moi quand j'ai découvert que j'avais de l'endométriose et que je voulais pas passer par les pistes proposées par les médecins. Donc l'alimentation, c'est super bien, mais pour moi, c'est pas suffisant. Alors, là, je veux pas dire que, il faut cocher énormément de cases, il faut, vivre de manière hyper monacale, il faut, tout ça. Mais je pense que, l'alimentation, c'est une piste, ça va aller aider à soulager l'inflammation, ça peut aider à réguler l'équilibre hormonal, et cetera, mais ça suffit pas. C'est important d'aller travailler sur la dimension mécanique, c'est-à-dire que les douleurs d'endométriose, elles peuvent être, elles sont d'origine multifactorielle, c'est-à-dire qu'en effet, l'inflammation va être une source de douleur, mais les adhérences, ou les kystes qui prennent de la place dans le bassin peuvent être, une source de douleur, et donc là, pour aller soulager ce type de douleur, on va aller travailler sur la partie mécanique. Ostéopathie, kiné, massage, tout ça, ça va permettre de soulager la douleur. Donc c'est une piste à travailler aussi. Bien entendu, on peut potentiellement pas arriver à tout faire en même temps, mais c'est intéressant d'avoir en tête que, si les douleurs, si on choisit d'investiguer la piste alimentation au début et qu'on s'aperçoit que ça fait pas grand-chose, il faut essayer d'aller investiguer d'autres choses. Moi, je le conseille en parallèle, mais c'est vrai que ça peut faire beaucoup en termes d'investissement en temps, en termes d'investissement, en termes de charge mentale, et puis en termes d'investissement financier aussi, ça peut vite, chiffrer. Heu, la partie émotionnelle, on en a parlé, va être intéressante à aller travailler aussi pour se dire que je peux reprendre le dessus sur la maladie, que je peux, moi je dis vaincre l'endométriose, parce que bien souvent, et c'est le cas avec les maladies chroniques, dans le processus de deuil, on passe par plein d'étapes, et on se laisse un peu, engloutir par la maladie, mais c'est possible de reprendre le dessus sur la maladie. Donc la partie émotionnelle est importante à travailler. Ce qui va être important d'aller travailler en lien avec l'émotionnel, c'est le stress. Parce que le stress est une source d'inflammation pour le corps par le biais de la génération de cortisol. Sachant que le cortisol, est produit avec les mêmes molécules précurseurs, que la progestérone, qui est l'hormone anti-inflammatoire dans le corps de la femme. C'est double peine quand on est très stressé. Donc aller travailler sur le stress, d'une manière ou d'une autre. On va aller travailler sur les perturbateurs endocriniens, on en a parlé tout à l'heure. Les éjecter, je dis bien éjecter de notre quotidien, ça me semble indispensable. Ils sont partout, dans l'alimentation, dans les contenants alimentaires, dans les produits de beauté, dans les produits d'hygiène, dans les produits d'entretien, dans les meubles, dans les vêtements, partout, 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 partout. C'est un long travail, mais je crois que ça aide beaucoup, et ça permet, enfin, et ça porte ses fruits. Le sommeil aussi, va être, quelque chose sur lequel travailler.
parce que un sommeil de mauvaise qualité ou en quantité insuffisante va être source de stress pour le corps et donc d'inflammation et donc de douleur. Est-ce que j'ai fait le tour? Je crois que voilà, on a quand même énormément de pistes, sur lesquelles travailler et ce qui est important, c'est de savoir aussi comment chacune de nous fonctionne. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément toutes les mêmes clés de guérison, je dirais. Alors voilà, le terme de guérison, il n'est pas employé pour l'endométriose parce que la médecine conventionnelle dit que l'endométriose est une maladie chronique. Moi, je crois qu'on peut en guérir. En tout cas, moi, je m'estime guérie, puisque, bah, ça fait maintenant, 6 ans que j'ai plus aucun symptôme. Alors, les médecins diraient: «Bah oui, c'est le principe de la maladie chronique, c'est que peut-être que d'ici quelques mois, quelques années, les symptômes vont revenir». En tout cas, moi, j'estime que je suis revenue à mon état de santé, optimal et donc que je suis guérie. D'ailleurs les lésions régressent à l'imagerie chez moi donc que c'est quand même une preuve que c'est possible, au moins, d'aller bien et de prendre le dessus sur la maladie. Voilà, c'est important que chacune aille investiguer les différents piliers, mais peut-être que pour certaines femmes, le pilier perturbateur endocrinien sera un verrou plus gros et en ouvrant ce verrou, l'état de santé va plus s'améliorer. D'autres femmes chez qui la gestion du stress apportera plus de bien-être que les autres sujets. D'autres femmes chez qui l'alimentation aura vraiment une place très importante. Mais je crois que c'est important d'aller tout regarder. Alors là, l'idée, c'est pas de. Je dis pas ça pour inquiéter les personnes qui vont nous écouter, parce que ça peut paraître une montagne énorme à aller regarder. Mais moi, ce que je crois, c'est que en fait, l'idée, c'est de prendre les choses les unes après les autres en se disant comment je peux faire du bien à mon corps. Et mon corps, c'est aussi mon esprit, hein, les émotions, l'esprit et tout ça aussi dedans. Plutôt que de se dire oh là là, c'est des cases à cocher, c'est encore des il faut. Non, c'est pas des il faut, c'est de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui peut faire du bien à mon corps, par quoi j'ai envie de commencer. Parce que bien souvent, on peut avoir l'impression qu'il y a voilà, ces cases à cocher, ces obligations, et que si je fais pas tout, bah, ça j'irai pas mieux. Et moi, je conseille aux femmes que j'accompagne vraiment de prendre plutôt les choses par l'angle de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui me ferait du bien. Parce que l'endométriose, c'est aussi une maladie qui nous invite à prendre soin de nous, à nous faire passer en premier et à chercher l'épanouissement plutôt que d'être la meilleure, d'être perfectionniste, etc. Et ça c'est extrêmement important. Sur mon compte, je parle de temps en temps des causes métaphysiques de l'endométriose. On y accorde le crédit qu'on veut. Moi j'y accorde quand même de l'importance. Et dans l'endométriose, il y a ose t'épanouir en fait. Il y a une thérapeute avec qui je travaille qui dit ose mettre le maître à l'intérieur de toi, c'est-à-dire ose t'aligner, ose être qui tu es, ose t'épanouir tel que tu es, plutôt que d'aller remplir des obligations, d'aller être la personne que les autres attendent que tu sois. Heu, voilà, je sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, c'est fondamental dans l'approche avec l'endométriose, c'est vraiment de se reconnecter à soi. Merci beaucoup, ouais. Je parle beaucoup de nourrir son système nerveux et puis dans l'IFS, l'Internal Family System, ce que j'utilise beaucoup en coaching, on parle des parties de nous exilées, des parties protectrices de nous et il y a une des catégories de parties protectrices, c'est les managers et les managers, c'est des parties de nous qui sont très très conscientes de ce que le monde attend de nous, de ce que les autres attendent de nous, de ce qu'il faut faire pour être aimé et donc peut-être que justement le chemin que ce soit dans l'endométriose ou que ce soit dans l'anxiété, c'est de plus laisser ces parties de nous prendre le dessus, mais vraiment de se reconnecter à l'énergie. Alors en IFS, on dit le self, mais c'est ça, le vrai soi en fait. Le soi qui a cette clarté, ce courage, cette confiance, cette compassion, toute qualité qu'on veut inviter dans notre vie. Je sais que tu parles aussi de plantes sur ton compte, j'ai vu ça, et moi je suis trop passionnée par les huiles essentielles, et du coup, en lien avec ça, par les plantes. Quelles plantes on peut utiliser pour se soulager ? Alors, merci pour cette question, parce que les plantes, elles ont, un rôle, très important en fait, avec l'endométriose, notamment parce que c'est des ressources naturelles pour soulager, les douleurs, mais pas que, parce qu'elles vont pouvoir agir sur les différents symptômes. Elles vont pouvoir agir sur les problèmes digestifs, elles vont pouvoir agir, sur la fatigue, elles vont pouvoir agir, sur la fertilité. Beaucoup de femmes connaissent les feuilles de framboisier. Les feuilles de framboisier, elles ont, une action antispasmodique, notamment, donc elles vont agir sur les douleurs, issues des spasmes et des crampes. Donc ça, c'est une plante qui peut être très intéressante.
Après, on va parler, achillée millefeuille et alchimie. Ces 2 plantes-là, elles permettent de produire de la progestérone, de manière naturelle, c'est-à-dire qu'elles vont, stimuler le corps de la femme pour qu'elle produise de la progestérone naturelle et donc ça va jouer à la fois sur l'équilibre hormonal, sur, un cycle, naturel régulier, et sur l'inflammation. Ces 3 plantes-là, c'est des plantes qu'on prend en tisane. Après il y a des plantes, comme tu parlais des huiles essentielles, c'est très intéressant, on peut en mentionner quelques-unes, même si là, je vous donne que quelques pistes parce qu'en fait, j'ai fait, là sur tout le mois d'avril et au début du mois de mai, je fais un cycle d'ateliers avec une phyto-aromathérapeute et en fait on a fait 5 ateliers de 2 heures pour aller parler de toutes les plantes à la fois en phytothérapie et en aromathérapie qu'on peut utiliser pour soulager les symptômes de l'endométriose. Donc en fait, il nous faudrait presque 10 heures pour tout mentionner. Mais si on peut parler un peu d'huile essentielle, pour aller soulager les douleurs de nouveau, on va utiliser des huiles essentielles anti-inflammatoires, du type camomille romaine, du type lavande vraie ou petit grain bigarade. Et on va utiliser des huiles essentielles antispasmodiques du type fenouil, du type basilic exotique ou du type estragon. Et on peut mélanger les deux en faisant un petit cocktail. On prend l'huile végétale de noisette parce que c'est une huile qui pénètre très en profondeur dans la peau et qui va aller vraiment cibler les endroits, les zones douloureuses. Et donc on met le fond d'un bouchon dans sa main et on met 2 gouttes d'huile essentielle anti-inflammatoire et 2 gouttes d'huile essentielle antispasmodique. Et on va masser les endroits douloureux, le bas du ventre, parce que souvent c'est celui-là, mais ça peut être le bas du dos, ça peut être l'épaule, quand il y a des lésions sur le diaphragme, ça peut être les cuisses. Et on va aller masser ces zones douloureuses avec ce petit cocktail. Génial, j'adore les plantes. Ok, on va terminer cet épisode. Ton message du coup pour les femmes atteintes d'endométriose, j'ai compris que déjà un de tes messages, et je pense un des plus importants, c'est de dire qu'on peut guérir. C'est pas rien déjà. Et voilà, ce serait quoi ton message aux femmes atteintes d'endométriose, peut-être anxieuses? Ouais, c'est de garder l'espoir. C'est de garder l'espoir parce que je me souviens quand j'ai été diagnostiquée, alors moi j'étais en désir d'enfant à l'époque, donc j'ai été diagnostiquée lors d'une grossesse extra-utérine, donc j'ai eu une cœlioscopie, donc ils ont vu les lésions dans mon ventre, et j'ai pensé quand je me suis réveillée que, 1, j'aurais jamais d'enfant, alors que c'était un désir très fort chez moi, et 2, que ma vie était finie, quoi. Ma vie était pourrie, que j'aurais des douleurs toute ma vie, que la maladie allait se développer, qu'elle allait grignoter tous mes organes, etc. Et j'ai vraiment pensé que ma vie était foutue. Ça a été extrêmement violent. Je suis passée par toutes les phases du processus de deuil, la colère, le déni, la résignation, enfin vraiment par toutes les phases. Je suis aussi passée par les phases où ça va mieux, en me faisant accompagner bien entendu. Je suis pas sûre que je serais sortie de là toute seule, mais je me suis faite accompagner par plein de thérapeutes différents et petit à petit, je suis arrivée à ressortir de là. Je dis pas que c'est facile, parce que voilà, il y a différents types d'endométriose, il y a des femmes chez qui c'est très agressif. Moi, j'ai une endométriose profonde, ovarienne, digestive, donc très développée. Mais j'ai réussi à en sortir et c'est le message que je passe sur mon compte Instagram, qui est vraiment de garder l'espoir parce que c'est possible de vivre sereinement avec la maladie, en mettant en place des choses au quotidien et surtout en prenant soin de soi et en allant à la rencontre de soi-même. Merci beaucoup, c'est pas un chemin qui est linéaire, mais c'est un chemin qui vaut le coup d'être parcouru, si je peux le résumer comme ça. Et une dernière question bonus pour toi, du coup. Est-ce que tu aurais un livre à conseiller pour les femmes qui veulent se lancer ou peut-être qui viennent d'être diagnostiquées? Alors j'ai pensé à un livre plus général parce qu'on a beaucoup parlé d'endométriose, mais on parlait aussi d'équilibre hormonal, etc. Et donc c'est pas un livre spécifique sur l'endométriose, mais c'est un livre pour les femmes, pour prendre soin de soi, et ça s'appelle Sagesse et pouvoir du cycle féminin. Et c'est de Marie-Pénélope Pérez et Sarah Maria Leblanc. Donc Sarah Maria Leblanc, elle est phyto-aromathérapeute. Donc vous allez retrouver plein de ressources sur la partie plantes, mais il y a beaucoup de ressources sur la partie mécanique. Et voilà, donc c'est un livre qui est une bible, que je conseille vraiment. Et Marie-Pénélope Pérez qui propose des formations en gynécologie holistique. Exactement, que j'ai suivi et que j'ai Moi adoré. aussi. Super, merci infiniment Bertie et on se retrouve très vite pour un autre épisode.